Salut à tous, bienvenue dans l'épisode 6, l'épisode qui clôture tout ce qui englobe le voyage en Uruguay. Donc là, je viens de me faire un petit run, là, juste de 45 minutes. Je suis dans la forêt de Boulaire, la forêt qui est juste à côté de chez moi. Ça fait 2 semaines que je suis rentré en Suisse. Et puis donc, cet épisode, il est destiné au débriefing du voyage, de la course et de ce qui s'est passé là-bas sur place en Uruguay. Là, niveau paysage, ça change un petit peu des jungles et de ce qu'on pouvait retrouver en Uruguay. On est en Suisse, comme je l'ai dit avant. Alors dans cette vidéo, je vais aborder 3 points essentiels. D'abord le voyage et tout ce qu'on a pu voir et faire en Uruguay. Ensuite je vais parler plus spécifiquement de la course parce que ça reste quand même le sujet principal de ma chaîne YouTube. Et puis après, dans un troisième temps, pour clôturer cette vidéo, on va parler de la suite de mes objectifs qui suivent en fait cette partie Uruguay pour l'année 2023 du coup. Et puis voilà, on est parti, on commence. Premier point, l'Uruguay. Alors il faut savoir que ce voyage en Uruguay, il a été préparé à peu près au début de l'automne 2022. Moi à la base, ce que je voulais faire, c'était simplement un half Ironman à l'étranger, si possible loin de chez moi. J'ai pas eu l'occasion de beaucoup voyager dans ma vie et c'est un petit peu l'opportunité de faire un Ironman quelque part dans le monde et de voyager. À la toute base, mes plans, ils se dirigeaient plus sur l'Ironman 70.3 de Port Elizabeth en Afrique du Sud. Ensuite, il y a mes 3 potes là, vous avez vu, Antoine, Rémi et Vincent, qui m'ont annoncé qu'ils étaient très motivés à me joindre pour ce voyage, pour me soutenir dans cette course, pour découvrir un autre pays. Et c'est là que l'un des 3 nous a proposé l'Uruguay. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai été sur le site d'Ironman et j'ai regardé aussitôt s'il y avait une course qui se faisait en Uruguay. Et là, on avait tiré le bon numéro parce que ça correspondait exactement au même week-end que l'Ironman 70.3 de Port Elizabeth. Du coup, moi, j'étais très ouvert à ce genre de proposition. Alors j'ai dit, let's go, on y va, c'est parti. Donc on a commencé tout ce qui est organisation, etc. Pour le voyage, vous l'aurez compris, on a fait une escale à Madrid et ensuite, on est parti de Madrid pour Montevideo. Ce qui englobe à peu près 24 heures de voyage en tout de chez nous jusqu'à Punta del Este. Parce qu'après, une fois arrivé à Montevideo, vous l'avez vu dans l'épisode 1, on s'est déplacé en voiture direction Punta del Este. Donc tout ça, ça englobe à peu près 24 heures de voyage, ce qui est quand même relativement long, surtout que moi, j'ai jamais fait de voyage autant long de toute ma vie. Le plus long, évidemment, c'était Madrid-Montevideo. Alors, faut traverser toute l'Atlantique, hein, ça me paraît évident. Et j'étais très étonné parce qu'on voyait évidemment vers où on survolait, etc. Et j'étais très étonné de la taille du Brésil parce qu'on a énormément survolé le Brésil et ça, c'était hyper long, quoi. Bref, pour parler de la suite, donc du pays de l'Uruguay en soi, parce que comme je l'ai dit, c'est pas forcément une destination commune pour nous Européens, mais je pense que ça peut être important de parler un petit peu du pays, des gens, des espèces de traditions et tout qu'on peut retrouver là-bas. Donc c'est un pays très occidentalisé, comme je l'ai dit. Les gens sont adorables, ils sont super sympas. Ils viennent assez facilement vers toi pour discuter. Par contre, vous l'aurez compris aussi, là, il y a très peu de gens franchement qui parlent anglais et ça se comprend puisque l'Amérique latine, l'Amérique du Sud, elle est essentiellement prise par la langue espagnole. Alors évidemment, il y a le portugais au Brésil, il y a le français en Guyane, voilà, il y a peut-être d'autres dialectes, d'autres langues qui peuvent exister, mais l'essentiel, ça reste l'espagnol. Et les 4, on était vraiment des pives en espagnol. Même si on avait des bases, on arrivait quand même à communiquer la moindre, mais voilà, c'était très compliqué de parler anglais. Alors que les 4, on parle quasiment couramment l'anglais. Au niveau des paysages, franchement, j'étais abasourdi parce que c'était magnifique. Alors ça reste un pays très plat, hein. Il n'y a pas du tout de montagne là-bas et tout se passe finalement en bord de mer. Il y a 3 millions d'habitants et un énorme pourcentage de la population habite en bord d'océan. Il y a la moitié de la population du pays qui réside à Montevideo, qui est la capitale. Et puis il y a un très petit pourcentage qui habite sur les terres. C'est pour ça qu'on n'est pas forcément allé non plus. Il n'y avait pas grand chose à y faire. Donc ça reste de la pure campagne. Et puis voilà, il y a un peu de jungle, des forêts. Je sais qu'il y a quelques randonnées à faire au centre du pays. Mais pour le court séjour qu'on faisait, ça valait pas la peine d'aller jusque là-bas. Il faut savoir qu'on était sur place pendant 10 jours. Et 10 jours, ça suffit amplement. Il y a plein de gens qui m'ont dit au préalable avant le voyage, mais tu vas 10 jours en Uruguay, tu crois pas que c'est un petit peu court? Eh bien, croyez-moi que ça suffit amplement. C'est parfait, pas plus, pas moins. Si on devait faire plus long, alors franchement, je pense que ça vaudrait la peine d'organiser un espèce de road trip pour partir en Argentine ou au Brésil, dans les pays avoisinants tout simplement. Mais là, c'était pas le but, on restait principalement en Uruguay. Donc, j'étais sur les paysages. Il y a un truc qui m'a vraiment impressionné, c'est le gazon là-bas. Ça peut paraître con de dire ça, mais le gazon, c'est des terrains de golf partout. Il y a d'immenses villas et de magnifiques baraques qui sont en bord d'océan et ils ont des gazons mais coupés au millimètre, pas une seule mauvaise herbe. Magnifique. Et un de ces verts, mais un vert reposant. C'est un pays où au niveau météo, là c'était l'été, mais ça se voit que la photosynthèse fait son boulot à la lettre. Une verdure somptueuse. Félicitations à la flore de ce pays en tout cas. Au travers de tout ça, en voyant les villas, les différentes baraques qu'on a pu voir,
Ça se voit que c'est un pays qui est pas pauvre finalement. C'est un pays où il fait bon vivre, où les gens ils sont sympathiques, où il y a très peu d'SDF. Alors un peu plus à Montevideo, c'est clair, où là c'est la grande ville. Niveau superficie, ça peut se comparer peut-être à Zurich par exemple. Mais voilà, dans le reste du pays, les gens ils sont super souriants, super cordiaux, super sympas. Et malgré tout, il y a beaucoup de sportifs. Il y a un truc que j'étais très étonné aussi, c'est qu'en bord de route, je dirais tous les 4-5 km, vous trouviez des machines de fitness qui étaient là à disposition en pleine nature. Je pense que c'est un système qui a été mis en place par l'État et ça c'est super bien. Par contre, pour parler de vie saine, là je vais parler de la nourriture. Alors certes, il y a des infrastructures sportives partout, que ce soit des terrains de foot, des terrains de rugby, des terrains de tennis, des engins de fitness comme je le disais avant. Il y a pas mal de terrains finalement pour faire de la course à pied ou du vélo, c'est assez stylé. Par contre, au niveau des repas, vous l'avez très bien vu pendant ces vlogs, ils te servent des assiettes de malade mental. Elles sont gigantesques et c'est pas franchement toujours light quoi. Je peux vous dire qu'après la course, mon estomac il a ramassé mais un truc de malade. Je sais pas combien j'ai dû prendre, mais j'ai dû prendre du poids, ça c'est sûr et certain. Par contre, c'est pas parce que c'est gras et puis qu'il y a de la friture partout, parce que ça aussi il y a des frites mais dans tous les plats. Et une quantité de frites, mon pauvre ami. Mais du coup, c'est pas pour ça que c'est pas bon. Alors franchement, super bon. Les spécialités sont magnifiques. Vous avez vu, je crois que c'est dans l'épisode 3 ou 4, le restaurant dans lequel on a été, La Huela, à José Ignacio. Franchement, c'est le meilleur resto qu'on a fait. En dehors de la course, ça reste le meilleur souvenir que j'ai de ce voyage finalement. C'est ce restaurant vraiment génial quoi. Et puis là, c'est vraiment des spécialités pures uruguayennes et ça vous fond à la bouche, c'est incroyable quoi. Ce qui est dommage, c'est que ça manque un petit peu de fruits et légumes. Mais bon, on s'est quand même régalé avec tout ça quoi. Mais disons que si vous êtes végétarien, c'est vraiment pas le lieu où aller quoi. Si vous êtes végétarien, n'y allez tout simplement pas quoi. Voilà, je vais pas faire plus long sur le pays en soi. Moi, ce que je vais faire, c'est que je vais terminer mon footing, retourner chez moi et là on va pouvoir débriefer la course. À tout de suite. Voilà, changement de cadre. Je suis actuellement aux Gorges de la Jeune où je fais une petite randonnée et c'est là, tout en marchant, que je vais pouvoir débriefer un petit peu cette course Ironman d'Uruguay. Quand je fais du fast cam, j'aime bien me retrouver dans ce genre de cadre. Franchement, ça change de chez moi. Alors c'est parti, on va parler un petit peu de cette course là-bas en Uruguay. Alors j'aimerais déjà aborder un point principal qui est extrêmement positif pour moi, c'est tout l'aspect logistique de mon vélo. Faut savoir que ma valise vélo, c'est une semi-rigide et j'avais hyper peur de retrouver mon vélo en 1000 morceaux. Franchement, c'était ma plus grosse panique et il est arrivé à bon port de 1 et de 2 dans un excellent état. J'ai pu remonter et démonter aussi dans un second temps comme un chef. Il n'y a pas eu du tout de problème, donc ça c'est hyper positif. Alors après, pour parler de tout ce qui est de la prise de dossard au moment de l'inscription de la course, en fait, on a été à l'Anjoa Hotel, ça vous avez pu le voir. C'était assez compliqué de voir où on devait aller, vers qui on devait aller, ce qu'on devait faire en fait. Surtout que personne parlait anglais, alors c'était assez compliqué de se faire comprendre ou de comprendre tout simplement. Mais voilà, tout s'est passé dans les règles de l'art et puis voilà. Donc là ensuite on arrive sur le jour de la course. On va aller étape par étape, natation, vélo, course à pied et finish line parce qu'il y a quelque chose à dire. Donc sans déconner, j'étais super content de ma natation. C'était des rolling start, donc c'est ce qu'ils font principalement sur Ironman maintenant depuis le Covid. C'est qu'il y a des vagues de 5 ou 6 personnes qui partent toutes les 6 secondes par exemple. Et ça c'est super bien parce que ça évite les bastons tout simplement dans l'eau et à l'entrée dans l'eau. Il n'y a pas tout le monde qui part en même temps comme des malades. Franchement c'est agréable de pouvoir commencer des triathlons comme ça. Ensuite il n'y a pas grand chose à dire parce qu'évidemment tu vois pas forcément du paysage et ni les autres athlètes pendant que tu fais ta natation. Mais tout a été positif, sans déconner, sur ma natation. J'ai eu une allure moyenne sur le 1,9 km que j'avais à faire de 1,35 au 100 mètres, donc ce qui est franchement pas mal, surtout pour un mec comme moi qui s'est entraîné principalement en piscine, pas tellement en eau libre. Alors après, peut-être que le sel, le port de la combinaison et les courants m'ont aidé, je sais pas, mais en tout cas, j'étais super heureux de ma natation. Il y a eu quelques coups de pied, quelques coups de bras et tout, de ma part mais aussi de la part des autres athlètes contre moi. Alors ça c'est des choses qui arrivent, c'est involontaire mais bon voilà. Mais sinon dans l'ensemble il n'y a pas grand chose à dire d'un point de vue natation. À la sortie de l'eau il y avait le staff qui était à notre disposition pour nous aider à retirer notre combinaison. On se couchait par terre, ils nous retiraient la combinaison en tirant dessus, c'était beaucoup plus simple et ça nous permettait d'aller plus rapidement en transition 1. Donc ça, d'un point de vue organisation, c'est super agréable de voir ça. Maintenant là on passe directement à T1 où là je dois aller chercher mon vélo. Comme vous avez pu le voir dans l'épisode 3, j'ai galéré à trouver mon vélo. Heureusement là encore une fois il y avait quelqu'un du staff qui a pu voir mon numéro de dossard et me dire
vers où je devais me diriger parce que j'ai paumé mon vélo, j'ai paumé ma zone de transition. Surtout qu'au préalable, avant la course, je me disais faut pas que j'oublie, je suis telle ligne. Je voulais vraiment pas me perdre et pourtant j'ai réussi à me perdre. Donc voilà, la transition a tout de même été rapide malgré ça. J'ai dû faire 2 minutes, quelque chose comme ça. Et j'ai pu partir illico presto direction Punta Balena. Donc c'est entre Punta del Este et Montevideo où on faisait 45 km aller-retour jusqu'à Punta del Este et c'était 2 boucles, donc voilà, ça faisait 90 km. Regardez comme c'est beau. Il faut savoir que la partie vélo c'était relativement plat, il y avait juste un moment vers la fin, vers Punta Balena justement où ça montait. Du coup ça descendait quand on revenait, direction Punta del Este. Mais la route à Punta del Este elle était dégueulasse, franchement il y avait des bosses, des trous partout sur la route, c'était assez deg. Et d'ailleurs, il y a un mec devant moi qui a failli se casser la gueule, mais violemment. On était, je pense, à 35 km/h sur du plat. Il était à quoi? Il était à 2-3 mètres devant moi et d'un coup, il a chopé un trou et puis il y a sa roue arrière qui s'est désaxée. J'étais juste derrière, je me suis dit, s'il se casse la gueule, je me casse la gueule avec. Je vais lui rentrer dedans et puis ça va finir en catastrophe. Mais heureusement, rien de mal, il a ralenti et puis voilà. À ce moment-là, on était en tout début de course, ça il faut savoir. Ça faisait à peine 1 ou 2 km qu'on roulait. À ce moment-là, j'ai fait tomber une gourde, donc assez compliqué. Je me suis dit, waouh, là, ça va être compliqué de s'hydrater. Donc, je me suis retrouvé plus qu'avec une gourde. Heureusement, il y avait les ravitaillements et tout ça qui me permettaient de m'hydrater après un peu plus tard. Donc, tant mieux. Mais s'il n'y avait pas eu ça, ça aurait été quand même assez compliqué, surtout que, parlons-en, il faisait super chaud ce jour-là, super chaud. Comme je l'ai toujours dit depuis le début de ces épisodes et pendant ma préparation, alors clairement, je ne me suis pas du tout familiarisé avec la température qu'il faisait là-bas en Uruguay, tout simplement parce que je faisais ma préparation en hiver ici en Suisse, avec des courses à pied à -5, -10, 0 degré. Et puis on reviendra après plus tard sur la course à pied, mais voilà. Donc pour la première boucle de vélo, c'était assez agréable et puis je visais une allure, enfin une vitesse de 35 km/h de moyenne sur tout le parcours, donc sur les 90 km. Sur la première boucle, je l'ai totalement tenu puis je l'ai fait en 36 km/h. Alors il faut savoir que le vent était à mon avantage, il n'était pas trop violent et puis c'était tout à fait possible de tenir cette allure-là, selon mes capacités et mon entraînement. Par contre, c'est après sur la deuxième boucle, ça c'est compliqué, le vent il s'est levé. Il était de face presque tout le long. Et puis là, faut dire ce qui est, les jambes commençaient vraiment à devenir fatiguées. Ce qui m'a obligé de descendre un petit peu ma vitesse, histoire de me reposer pour être en forme pour la course à pied. Parce que ça, c'était pas facile. Il n'y avait pas trop d'arbitres présents, hein. Franchement, j'en ai croisé une. Il y a une arbitre qui est passée une fois en moto. Et d'ailleurs, il y a un peloton qui m'avait dépassé puis qui était clairement en train de faire du drafting. Ils ont juste été avertis comme ça, vite fait, oralement. Il n'y a pas eu de carton, rien. Mais ils sont passés sur ma gauche. Et puis, bah, l'arbitre les a vus, mais ils n'ont pas eu de sanction. Donc voilà. Mais ils étaient 7 ou 8, un truc du genre. Moi, je continuais ma route et j'étais pas en plein drafting, donc voilà. Pour parler un petit peu de la réglementation, le drafting, c'est strictement interdit sur Ironman. Et d'ailleurs, j'ai eu, à un moment donné, un mec qui collait ma roue derrière moi pendant facile 20 minutes. Pas d'arbitre qui est passé là non plus. Ma foi, moi j'étais concentré sur ma course, je voulais pas commencer à dévier sur la droite ou gauche et tout pour l'empêcher de faire du drafting. Ma foi, voilà, c'est interdit. Moi je le fais pas. Et puis apparemment pas tout le monde respecte, ce qui est un peu dommage, mais bon, voilà. J'ai aussi fait des erreurs sur d'autres courses. Pas sur celle-ci à mon avis. Donc j'arrive ensuite sur T2 en ayant je crois une allure moyenne plus ou moins de 30 km/h. Donc l'objectif n'était pas atteint. Mais je me disais mais ça va, je suis assez reposé finalement pour faire mon semi-marathon. Voilà, donc on arrive à T2, je pose mon vélo, prends le temps de m'hydrater un petit peu. Et puis tac, c'est parti pour 21,1 km de course à pied. Alors en posant le vélo, la vache, la chaleur qu'il a commencé à faire. Là, t'es plus en vitesse, tu stagnes presque, t'es sur place. C'est là que tu remarques que franchement, le semi-marathon va être long et compliqué. Ah ouais, c'est vrai, j'ai pas parlé aussi un petit peu de tout ce qui est paysage et tout pendant la partie vélo. Mais du coup, bah, on était un petit peu en ville de Punta del Este sur le début. Mais ensuite, c'était de l'autoroute. Donc, c'était des routes relativement propres et puis c'était fluide quoi, donc c'était agréable. Après niveau paysage, ben on longeait l'océan, donc c'était très joli à voir quoi. Fin de la parenthèse vélo, on retourne sur la course à pied. La course à pied, ça aussi, alors ça se passait à Punta del Este même et c'était tout en bordure d'océan, donc c'était vraiment joli. Il y avait des ravitaillements tous les 2 km plus ou moins, donc là il y avait vraiment de quoi s'alimenter et s'hydrater, donc c'est un point très positif. Et clairement à ce moment-là, j'en avais vraiment besoin quoi, parce que c'était très compliqué de gérer cette chaleur. Et puis j'avais pu établir une espèce
de stratégie aussi que j'avais pu mettre en pratique à l'Ironman 70.3 d'Andorre que j'avais fait l'année passée en 2022, à savoir les arrêts sur les ravitaillements. Alors quand je dis arrêt, c'est pas s'arrêter net et puis s'alimenter comme ça, non, je marchais. Faut savoir que les tables, elles sont quand même continues, tu peux marcher, même courir encore et puis prendre l'alimentation et continuer à faire ta course. Ouh là là, ça monte. Donc voilà, je marchais à chaque ravitaillement et puis ensuite, je pouvais lancer mes déchets dans les poubelles adéquate et continuer ma course. Et là, à chaque fois, je me disais, mais c'est parti, je marche pas, je continue à courir, quoi. Point très positif de cette course à pied, et même de la course, en fait, dans tout l'ensemble, c'est que le mental était clairement là. Physiquement, c'était compliqué. Comme je disais, il y avait la chaleur. Je commençais à avoir des crampes en plus à la sortie du vélo. Mais par contre, la cervelle, elle était clairement là. Elle était focus. Et j'ai plus, comme qui dirait, eu des soucis physiques plutôt que mental. J'avais clairement envie d'aller jusqu'au bout. C'était le but. Et j'ai tenu ça, quoi. Malgré les crampes, la fatigue, la chaleur et tout ça. Un truc que j'avais de la peine, franchement, à assimiler pendant ma course à pied, finalement, c'était mon allure. Parce que je visais une allure cible de 4 minutes 45 au kilomètre. Et c'est quelque chose que j'ai pas du tout réussi à tenir. Simplement à cause de la fatigue des jambes, quoi. À chaque fois que je regardais ma montre, ben j'étais pas du tout dans l'allure voulue. Ça variait entre 5,15 et 5,45. Et puis au bout d'un moment, je me suis dit, mais je vais arrêter de me mettre la pression à regarder tout le temps ma montre. Accélère simplement tes enjambées et puis tu verras que ton allure, elle va revenir en place. C'est ce que j'essayais de faire, mais à chaque fois que je regardais ma montre quand même, ben, à chaque fois, ben, mon allure, elle restait en moyenne en 5,30 je dirais. Donc c'était super dur, beaucoup de peine à accélérer le rythme malgré que en fait la tête elle était vraiment au rendez-vous, hein. C'était au top du top là-dedans. Du coup on arrive gentiment sur la finish line et c'est bien connu que quand tu arrives vers la finish line la cadence elle continue encore plus fort. Et puis là, je crois que j'étais à 4,30, un truc du genre. Donc tout s'est passé très vite pendant ma finish line. Et puis il faut quand même que je parle de ça malgré tout parce que j'ai eu un gros problème à la ligne d'arrivée. Disons qu'il y a eu un problème au niveau de la réglementation. Et puis ça, je vous demande de pas forcément blâmer la personne en question. Mais du coup, Antoine, qui était là pour me supporter pendant cette course, bah, il devait me tendre un drapeau gruyérien, histoire de représenter les couleurs de ma région là-bas à l'autre bout du monde. Il devait me donner le drapeau, puis je devais passer la ligne d'arrivée avec le drapeau. Et Antoine, il m'attendait à 15-20 mètres de la ligne d'arrivée. Tout s'est passé hyper vite, il m'a donné le drapeau et le problème c'est qu'il m'a suivi. Je répète encore une fois, ne le blâmez pas pour ça. Ma course, je l'ai quand même faite jusqu'au bout, j'ai passé la ligne d'arrivée et il y a Antoine qui est apparu à côté de moi sur la ligne d'arrivée. Alors que c'est strictement interdit selon les réglementations Ironman. Et c'est normal parce que si tout le monde fait ça, ben, c'est le bordel tout simplement. Tout s'est passé à une vitesse hallucinante, j'ai pas du tout eu le temps de réagir. Surtout que je voyais du coin de l'œil un petit peu qu'il était en train de me suivre. Et je savais pertinemment que c'était interdit de faire ça. Seulement à ce moment-là, tous ceux qui ont fait ce genre de format de course ou de course en général savent que si tu donnes tout physiquement et mentalement, ton cerveau clairement il se met sur off automatiquement. Et puis là, moi j'étais plus apte à réfléchir, j'étais fatigué et content de voir enfin la ligne d'arrivée. Du coup bah voilà, on a traversé la ligne d'arrivée les deux, d'ailleurs on le voit dans les vidéos, hein, et puis j'ai malheureusement été disqualifié suite à ça. Une disqualification ça fait quoi? Ça fait simplement que je perds mes points Ironman. Ça veut dire aucune possibilité pour moi d'être admis au championnat du monde Ironman 70.3 et tout ça quoi. Mais au final dans le fond franchement ma course elle était faite jusqu'au bout dans les règles de l'art. Moi j'ai pas fait de drafting, j'ai pas balancé de déchets comme j'avais pu le faire à Vichy, j'ai tout respecté à la lettre et j'ai fait ma course de A jusqu'à Z. Pour la défense d'Antoine, bah, il faisait pas ça en pensant mal. Il voulait me soutenir jusqu'au bout et puis il y avait un petit peu l'euphorie du moment où je passe enfin la ligne d'arrivée quoi. Et puis il a décidé de me filmer aussi hein, pour mes vlogs. Mais c'est évidemment une vidéo que j'ai pas utilisée, que j'ai même pas pris, que j'ai même pas regardé en fait au final. Parce que j'avais pas trop envie de me remémorer ce moment-là et j'avais pas envie de diffuser ces images aussi par respect pour l'Ironman Team en quelque sorte. Et puis voilà, mais comme ça vous savez, c'est quelque chose qu'il faut surtout pas faire, c'est quelque chose qu'ils disent au briefing en plus, moi je le savais. Mais qu'est-ce que vous voulez, franchement, c'est comme j'ai dit, hein, clairement le cerveau il était sur off. Mais c'est pas grave, moi ma course je l'ai faite jusqu'au bout. C'était l'essentiel, j'ai quand même chopé ma médaille, mon t-shirt finisher, j'ai quand même eu les différentes prestations qu'on peut avoir en tant qu'athlète Ironman. Ça veut dire le massage, le petit jacuzzi d'eau froide, la bouffe qu'on te donne après la course, tout ça. Donc au final ça changeait rien pour moi, c'était juste que j'étais plus classé c'est juste que j'étais déclassé de cette course quoi. Après j'ai quand même essayé d'aller négocier en anglais avec le staff Ironman et tout, puis ils m'ont dit qu'ils étaient vraiment stricts là-dessus et franchement je les comprends, je leur en veux pas et puis voilà. Petite parenthèse, j'ai peut-être été déclassé certes, mais il y a Vincent qui a eu la présence d'esprit de prendre une capture d'écran de mes résultats finaux parce qu'il faut savoir que justement après ma disqualification, mes résultats ainsi que mes temps ont été annulés, donc effacés. Ça va pas m'empêcher de continuer de faire des Ironman. Faut savoir qu'ils sont hyper pointilleux sur les réglementations.
Et ils ont raison, les athlètes ils ont qu'à respecter. Ma foi, on se fait pas toujours choper. Là sur la ligne d'arrivée, il y a tout le monde qui est là, il y a tout le staff qui est là, donc c'est normal que je me fasse disqualifier quoi finalement. Il y a des mecs qui balancent des déchets, il y a des mecs qui font du drafting pendant 20 minutes, il y a des gens qui grippent les pieds, des gens dans la partie natation. Ma foi voilà, on peut pas toujours se faire choper et puis il y en a qui vont jusqu'au bout sans se faire disqualifier, mais pourtant à chaque course je vois beaucoup de fautes qui peuvent se faire de la part des autres athlètes, mais c'est pas grave, c'est qu'un détail quoi. Donc pour moi là aussi justement c'est un détail seulement de m'être fait disqualifier, c'est pas grave. En gros pour cette course Ironman je suis quand même content, hein, faut pas croire que c'est parce que je me suis fait disqualifier que je suis pas content. Ma course je l'ai faite jusqu'au bout comme je le disais, et puis c'était une superbe expérience de pouvoir aller faire ça loin de chez moi, sur un autre continent, découvrir un autre pays, même si on restait que 10 jours finalement. Donc je vais pas aller plus loin dans ce débriefing de la course en soi, je pense que tout est plus ou moins dit. Maintenant je vais peut-être juste parler brièvement, on va faire très court, de ce que je vais faire après, ça veut dire là au courant de l'année 2023, parce que là on est en avril, c'est le printemps, il commence gentiment à faire beau, la neige est en train de fondre. Et puis là, on peut commencer à préparer un petit peu les objectifs à venir dans le reste de l'année. Mes objectifs, ils sont simples. J'ai pris la décision il n'y a pas longtemps, mais je ne vais pas me retaper de format Ironman du reste de l'année. À la base, c'est pas vraiment ce qui était prévu, hein. Moi, je voulais me taper à nouveau un Ironman complet là pour le reste de l'année, à savoir celui de Thun en Suisse. Surtout du fait que j'avais quand même été déçu, on va dire, d'avoir été disqualifié, mais au final c'est que sur le papier, donc franchement ça change pas grand chose. Et je remarque qu'il faut quand même que je me repose là. Dans ma vie professionnelle, là j'ai beaucoup de travail ces temps. Je préfère privilégier un petit peu la partie professionnelle, c'est important. Mais j'arrête en tout cas pas l'entraînement, clairement pas, parce que je vais quand même me faire des triathlons courte distance, alors des triathlons à distance olympique ou des triathlons sprint, en Suisse principalement. Mais aussi par le biais de YouTube, j'aimerais bien demander votre avis ou me dire quelques conseils par rapport à des triathlons que je pourrais trouver en France, pas trop loin de la Suisse, ou en Italie, ou même en Allemagne, dans les pays avoisinant la Suisse tout simplement, où je pourrais me rendre, où je pourrais faire. Ça m'intéresserait de voir autre chose plutôt que les triathlons que je connais déjà ici à Lausanne, à Genève, la Gruyère, Nyon, Morat, etc. Des triathlons que je connais déjà, alors je pourrais aller en faire en Suisse allemande, mais voilà. C'est mon objectif cette année, c'est de performer un petit peu plus. Alors sans pression de podium ou quoi que ce soit, mais juste que je puisse performer un petit peu plus dans cette discipline qu'est le triathlon. Et ensuite, dans un second temps, je parle vite fait de 2024. Et 2024, c'est quand même prévu que je me refasse un Ironman complet, ça c'est sûr. Alors est-ce que ce sera le label Ironman? Je sais pas, mais je pense que oui. Et là mon but, ce serait quand même de revoyager encore une fois pour faire ça quoi. Évidemment, ça reste juste des idées, c'est dans ma tête, mais ça me plaît quoi. Par rapport à la chaîne YouTube, par rapport au vlog, c'est vrai que j'aimerais bien un petit peu faire aussi tout ce qui est randonnée. Donc, comme vous pouvez le voir là, c'est tout simple hein, ce que je suis en train de faire comme randonnée. J'aimerais bien aller faire un petit peu de rando en montagne et tout. J'ai pas envie justement de m'axer que triathlon sur cette chaîne, même si c'est quand même le sujet principal et ça reste ma passion. Donc ça va continuer le triathlon, c'est sûr. Il y aura des petits vlogs comme ça de randonnée aussi qui vont se faire, comme j'avais pu le faire cet hiver avec la peau de phoque par exemple. L'Ironman de Thun, il est dans 3 mois. J'ai jamais stoppé mon entraînement, à part avec la natation. Là, je nage plus. Je nage plus, mais par contre, dès que je pourrais aller en eau libre, ben, je le ferai, ça c'est sûr. Mais j'ai plus d'abonnement de piscine et je compte pas forcément me rendre en piscine, quoi. Là, je vais axer que vélo et course à pied pour le moment. Voilà, donc attention, là, ça monte pas mal, hein. On se dirige vers le lac de Montsalvance, vers le barrage aussi de Montsalvance. Petite randonnée de récupération assez agréable comme ça, quoi. Cette année, je vais surtout axer les triathlons courte distance. N'hésitez pas à lâcher un petit commentaire pour me dire justement, me parler de triathlons que je pourrais faire en France ou en Italie. Vous verrez, je vais continuer à publier un petit peu des vidéos comme ça va être cool. Et puis, on se voit bientôt pour de nouvelles aventures, même si les aventures seront peut-être un petit peu moins péchues, un petit peu moins hard que Ironman. Bah, il y aura de l'aventure quand même. Voilà, on arrive au barrage pour clôturer cet épisode 6 et tout ce vlog concernant l'Uruguay. Donc, vous voyez, un côté barrage et un côté lac, voilà, magnifique. Voilà, c'est la fin de cette série de vidéos, donc n'hésitez pas à lâcher un commentaire, surtout pour me redire pour des triathlons à l'extérieur de la Suisse, ça veut dire en France, en Italie, en Allemagne. Et puis voilà, merci de votre soutien à tous. Prenez soin de vous, restez sport et on se voit bientôt pour de nouveaux épisodes. Allez, c'était Iron Suisse, ciao.